Bien, eh bien, bonjour, hein, bonjour à toutes et à tous, hein. Pour celles et ceux qui viennent de se joindre à nous, je vous souhaite donc la bienvenue à la deuxième édition de la Vitrine des Savoirs, hein. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Je suis Arnaud Scailleret, hein, professeur en gestion des ressources humaines et en gestion des services de santé à l'École des hautes études publiques de l'Université de Moncton et membre du comité directeur de l'ACFAS Acadie. Donc, comme vous le savez peut-être, l'ACFAS pilote un programme de subvention qui s'appelle donc le programme de coopération en recherche dans la francophonie canadienne. Et donc, ce programme offre des bourses de mobilité de 5 000 $ pour que les étudiants, les professeurs et les chercheurs francophones puissent aller dans une autre province collaborer avec un chercheur. Donc, Laura Pelletier va d'ailleurs sans doute vous mettre le lien du programme dans le clavardage. Donc, merci beaucoup Laura pour ça. Le programme est financé par les gouvernements du Québec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Et donc, nous avons voulu donner des exemples concrets de types de projets que peut financer ce programme, mettre en valeur des projets qui sont en cours et parler de coopération en recherche dans la francophonie canadienne en général. Donc, nous avons donc réuni pour vous aujourd'hui dans ce panel les chercheurs et les chercheuses de 4 projets de recherche qui ont reçu un financement de ce programme. Chaque équipe sera donc invitée à résumer son projet, puis nous discuterons ensuite ensemble de collaboration multiprovinciale. Finalement, il y aura une période de questions durant laquelle vous pourrez poser également des questions sur le programme ou sur les projets de recherche qui seront présentés. Alors, sans plus attendre, on va pouvoir passer à la première présentation, hein, celle de Loïc d'Orangeville, hein, qui est professeur agrégé à la faculté de foresterie et de gestion de l'environnement de l'Université du Nouveau-Brunswick. Et donc, il se spécialise dans l'analyse de la vulnérabilité au changement climatique des arbres de la forêt tempérée et boréale. Son projet s'intitule « La dégelée boréale, le rôle du gel dans la limite nordique des arbres tempérés ». Alors Loïc, je vous laisse présenter votre recherche en quelques minutes. Merci. Merci Arnaud. Bonjour à tous. J'ai pas de support visuel ou quoi que ce soit. J'imagine que vous avez tous en tête à quoi ressemble une forêt boréale avec des conifères, des épinettes, des sapins, et à quoi ressemble une forêt tempérée dominée par l'érable à sucre, l'érable rouge, le bouleau jaune, etc. Une forêt feuillue, la forêt acadienne feuillue, traditionnelle également, là. Et en gros, avec les changements climatiques, on se demande, on sait qu'avec le réchauffement, il va y avoir probablement un déplacement de ces types forestiers-là. La forêt boréale va probablement devoir migrer au nord et la forêt tempérée va devoir remplacer un peu ce trou laissé par la perte de la forêt boréale. Et la question que tout le monde se pose en ce moment dans ce domaine-là, c'est qu'est-ce qui limite actuellement la migration de la forêt tempérée dans le nord? Et une fois qu'on va bien comprendre c'est quoi ces limitations, on va pouvoir mieux prédire et mieux peut-être aider la migration de la forêt tempérée dans la forêt boréale. Historiquement, on pensait que c'était les températures froides de l'hiver qui empêchaient l'érable à sucre, par exemple, de migrer au nord. Mais ce qu'on s'est aperçu plus récemment, c'est qu'en fait, ces arbres-là, quand ils sont vraiment en dormance, ils sont extrêmement résistants au froid. On peut même les mettre dans l'azote liquide et puis ces branches-là n'ont aucun problème à débourrer au printemps suivant. Donc, ils sont vraiment extrêmement résistants. Donc, ça ouvre la porte à toutes sortes de questions. Et nous, dans notre projet, on va essayer de combiner, d'étudier à la fois au Nouveau-Brunswick et au Québec, à la limite des forêts tempérées boréales, si ce ne serait pas d'autres phénomènes climatiques qui limiteraient la migration de la forêt tempérée, particulièrement les gels printaniers. Donc, la question, c'est précisément au moment où les arbres, justement tempérés, les arbres commencent à débourrer, c'est-à-dire que les bourgeons s'ouvrent et que les feuilles s'ouvrent, les feuilles s'étendent, c'est à ce moment-là que les arbres sont très sensibles au gel. Et quand il arrive des gels printaniers,
c'est peut-être là où les arbres sont particulièrement endommagés et peut-être plus vulnérables que la forêt boréale. Donc, c'est la question qu'on va essayer de répondre dans ce projet-là. On a un paquet de sondes de température, on a un paquet de gradients, de parcelles qu'on a établis le long de ce gradient tempéré boréal. Et on va suivre sur un an vraiment comme un électrocardiogramme en détail, minute par minute, comment les arbres débourrent, comment la température affecte leur croissance et leur vitalité. Je m'arrête là. Parfait. Merci beaucoup Loïc pour cette présentation. Sans plus attendre, on va pouvoir passer donc à la deuxième présentation réalisée par un duo de panélistes donc formé de Gregory Kennedy, qui est professeur agrégé en histoire et directeur scientifique de l'Institut d'études acadiennes à l'Université de Moncton, et Yves Frenette, qui est donc professeur d'histoire nord-américaine et titulaire de la chaire de recherche du Canada de niveau 1 sur les migrations, les circulations et les communautés francophones à l'Université de Saint-Boniface. Et donc, leur projet s'intitule « 3 siècles de migration francophone de l'Amérique du Nord, 1640-1740 ». Donc, je vous cède la parole, messieurs. Merci. Et bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment ravi d'avoir l'occasion de présenter, faire un petit tour d'horizon de ce qui se passe au sein de notre équipe à l'Institut d'études acadiennes, en collaboration avec mon collègue Yves Frenette, qui dirige un gros projet de partenariat. C'est un deuxième volet du projet. Donc, Yves avait l'objectif d'intégrer d'autres régions de la francophonie dans l'Acadie. Et donc, l'Institut d'études acadiennes est vraiment enthousiaste de participer à ce projet. Et donc, je vais mentionner en 2 mots 2 axes de contribution qui sont en cours pour ce projet, qui vise vraiment à comprendre la nature de la mobilité des communautés francophones à l'échelle continentale. Donc, les déplacements temporaires, permanents, les migrations, l'immigration et toutes sortes de déplacements qu'on peut imaginer. Donc, premier axe, c'est une étude réalisée sur les Acadiennes, donc les femmes du sud-est du Nouveau-Brunswick, à l'époque de l'industrialisation, et avec 2 étudiantes, donc Noémie Haché-Chiasson et Lauralie Deschambault, on a réalisé un texte, une étude, où on a jumelé différentes sortes de fonds d'archives, alors les recensements, les registres paroissiaux, les documents de contrôle de la frontière, l'état civil, etc., pour essayer de reconstituer les parcours de vie des femmes qui résidaient ou qui étaient nées ou qui étaient épousées, qui s'est mariée dans la paroisse de Cocagne, dans le comté de Kent. Et donc, on a expérimenté avec différentes méthodes. Si on prend, par exemple, toutes les femmes qui avaient 16 ans dans une telle année dans le recensement, combien de ces femmes allons-nous retrouver dans le recensement 50 ans plus tard? Combien de ces femmes allons-nous découvrir ont passé la frontière aux États-Unis? Ou si on prend par exemple avec le registre paroissial, toutes les femmes qui se sont mariées à Cocagne, à la paroisse catholique, en certaines décennies, est-ce qu'on peut établir un taux de déplacement et un taux de sédentarité chez ces femmes? Donc, on a préparé un texte. C'était très innovant avec cette analyse longitudinale, jumelage de différentes sources historiques. Et justement, donc, on a testé des hypothèses par rapport à l'immigration familiale, donc le narratif dominant ou l'interprétation dominante du phénomène d'immigration en Acadie, et aussi cette notion d'un exode rural. Donc, je vais revenir sur les résultats un peu plus tard, mais c'est un peu ça le premier axe. Le deuxième, ça porte sur les soldats acadiens de la Première Guerre mondiale. Et donc, pour différentes raisons, la contribution acadienne à la Première Guerre mondiale, c'est quelque chose on passe un peu sous silence, même en Acadie, certainement dans l'histoire canadienne de la guerre. Et je viens de terminer une tapuscrit, donc c'est prêt pour l'évaluation, ça passe bien, mais ça porte sur les soldats volontaires pour un bataillon national acadien qui était créé en 1916.
Et on a fait un peu la même chose, l'analyse longitudinale à partir des documents militaires. L'armée est bon pour la production de textes, de documents, avec les recensements, avec d'autres documents aussi, pour voir et observer les soldats avant, en 1911, pendant, à travers leur site personnel, et après la guerre, en 1921, et donc de suivre leur parcours, donc encore une fois, avec des résultats intéressants que je vais partager tout à l'heure. Mais très rapidement, les deux axes sont ça. Je voulais aussi mentionner Samuel Sandan, un étudiant de la maîtrise, qui vient de publier un petit billet de blog qui porte sur une soldat acadien et son parcours militaire. Elle a employé Google Maps pour établir et représenter les différents endroits où se trouve Ulrich Leblanc. Donc, on emploie différentes techniques numériques pour avancer la recherche. Merci. Merci Grégory, merci Yves. Alors, le troisième projet qui est présenté aujourd'hui est celui de Julien Vallière, donc, qui est étudiant de maîtrise au département des littératures de langue française de l'université McGill, et Hélène Cazé, qui est professeure à l'université de Victoria et qui travaille sur les représentations culturelles et fait ressortir les discours de nos récits collectifs. Leur projet s'intitule « L'analyse topique, au-delà des clichés, hors du fil narratif, la boîte Sutterbase ». Donc, c'est à vous la parole. Merci. Merci. Et bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de venir parler de Sutterbase. Et c'est cette boîte à outils pour lire autrement et pour lire mieux les structures que la société d'analyse topique, la société d'analyse topique des œuvres narratives romanesques. Des œuvres romanesques d'Ancien Régime a mis au point depuis maintenant plusieurs décades et avec plusieurs, je dirais, génies qui ont eu l'idée de ce qu'on pouvait faire avec une idée, des projets littéraires, d'analyse littéraire et des compétences informatiques. Je dirais que cette aventure qui revit grâce au talent et à la présence de Julien, est une aventure d'abord d'expérimentation. Que peut-on faire pour lire des textes? Alors bien sûr, tout le monde lit, mais comment parler de ces lectures et comment aller plus loin en relisant? Pendant très longtemps, la rhétorique a été une manière de décrire les textes qui semblait permettre de comprendre leur fonctionnement. Cette rhétorique était essentiellement dirigée vers les discours, c'est-à-dire vers des textes non narratifs, comme si le fil narratif, ce qui nous emmenait et nous donnait envie de savoir la fin, interdisait de voir des structures récurrentes. Donc l'idée d'une analyse topique naît bien sûr pendant l'âge d'or du structuralisme, c'est-à-dire peut-on voir des épisodes qui sont récurrents, mais qui aussi constituent des argumentations à l'intérieur des récits. Au départ, et historiquement, la société d'analyse topique est franco-canadienne et elle s'intéressait uniquement à des corpus où justement le récit avait souvent des fins morales ou des fins politiques et donc se prêtait particulièrement bien à ce type d'analyse. Et puis, dans les dernières années, la société s'est ouverte au cinéma, aux autres médias, mais aussi aux autres littératures francophones ou non francophones. Et c'est dans cette explosion que, plus que jamais, nous nous sommes rendus compte que l'outil informatique était essentiel. C'était en effet non seulement une boîte pour ranger les recherches sur la topique, mais aussi une méthode. C'est-à-dire, pouvons-nous penser plus loin encore une lecture automatisée des récits? Donc le but de cette lecture ne serait pas bien sûr le plaisir de savoir la fin, mais l'analyse des cubes qui composent ces récits. Par exemple, je donne un exemple de Topos, un enfant mâle naît dans une situation politique difficile, le père ou le mauvais conseiller du père décide de l'abandonner au loup
à la rivière, à la forêt. Cet enfant destiné à mourir est recueilli et sera celui qui reprend le pouvoir lorsqu'il sera adulte. Alors, vous allez me dire, c'est du mythe. C'est du mythe, oui, mais on retrouve ces mythes partout. Et c'est comme ça que nous savons raconter des histoires. Alors, je vais aller très vite pour laisser la parole à Julien, qui est vraiment la cheville ouvrière dans ce projet. La Sator, c'est merveilleux, mais il y a eu une panne. La panne, c'est que cet outil merveilleux, qui est un outil horizontal, où tout le monde contribue, où tout le monde se relie, et ne fonctionnait plus. Ensuite, il y a eu une rencontre, Julien, qui était intéressé, qui voulait encore élargir le corpus, qui savait comment faire. Et finalement, il y a eu cette ouverture, et il y a eu l'ACFAS. Et je dirais que la machine se remet en marche. Et c'est ça, ce projet. Julien, est-ce que j'ai dit des bêtises? Non. Peut-être préciser donc des travaux de la Sator qui se présentent sous forme de communication assez universitaire. Donc, a été créée une base de données qui vient comme synthétiser le travail d'extraction, de lecture fine donc, de chacune des présentations sur une trentaine d'années. Cette lecture-là a été synthétisée pour extraire ces topoi, donc ces récurrences narratives, et en faire un catalogue, une forme de catalogue raisonné dans lequel on trouve un certain nombre d'exemples. Et alors, ce catalogue-là, maintenant, a plus de, je pense, 1300 de ces récurrences-là narratives, et elles sont illustrées par 3000 quelques citations. Et alors, cette base-là qui avait été développée, elle avait été développée, informatisée, dans le but, comme le dit Hélène, de pouvoir d'aller vers une automatisation de la reconnaissance de ces formes-là, plutôt que donc de partir de l'accumulation des lectures proches et d'être en mesure ensuite donc de faire des lectures plus éloignées sur des corpus plus grands. Et j'arrive un peu là-dedans, c'est-à-dire la base a été, pour diverses raisons, là, est devenue difficile d'accès. Puis il y a eu des versions perdues et donc à ce moment-ci, je les ai récupérées. Le travail de réconciliation a été partiellement fait. Il y a une dernière version qui était même en version Word pour dire en tout cas qu'il y avait un travail informatique un peu à faire de migration et de sorte à pouvoir le redéployer. Et ça m'intéressait, je m'intéressais pas au corpus directement des textes d'avant le 19e siècle. C'était plutôt qu'est-ce qu'une topique et comment on l'extrait. Et alors ça me paraît une notion qui peut être opérationnalisée dans beaucoup d'autres contextes. La narration traverse pratiquement toute forme de texte. Et bon, et voilà. Alors, partant de là, on souhaite déployer la base, développer davantage d'outils pour une reconnaissance automatisée, des topoi et de pouvoir ensuite appliquer ça. Puis, par exemple, dans mon projet personnel, dans mon cas, c'est de faire sortir l'imaginaire topique du quartier latin de Montréal. Bon, un quartier, qu'est-ce que c'est un quartier? Un quartier, c'est un imaginaire, en fin de compte. C'est pas une division administrative. C'est un lieu où on se met à se reconnaître et à reconnaître des scénarios récurrents. Et voilà comment les morceaux un peu s'emboîtent. Et merci, Julien. Je voudrais ajouter une chose. C'est que moi, j'ai l'impression d'être la médiatrice dans cette histoire, puisque Julien travaillera avec les informaticiens de l'Université de Victoria, qui sont connus pour le Digital Humanities Summer Institute, mais aussi pour leur dévouement à Open Access. Donc, il y a ici des compétences qui se rencontrent entre le laboratoire où travaille Julien sur la littérature québécoise et ce grand laboratoire d'informatique à UVic. Parfait, merci beaucoup. Merci Julien, merci Hélène pour déjà ce bel aperçu de la recherche.
Alors, le projet suivant, le quatrième projet présenté dans ce panel, va être celui de Sandrine Duval, étudiante au doctorat en langue et littérature française à l'Université McGill, et Nicole Nolette, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada en études des minorités et professeure au département d'études françaises de l'Université de Waterloo. Donc, elles collaborent toutes les deux dans un type de projet différent, puisque Sandrine effectue un stage auprès de la chaire de Madame Nolette, et donc ce stage porte plus précisément sur le théâtre féminin de l'Ontario français et de l'Ouest canadien francophone. Donc, je vous cède la parole pour nous donner un peu plus d'informations sur ce projet. Merci. Merci. Donc, notre collaboration s'inscrit dans le cadre de mon projet doctoral. Son objectif principal est d'étudier la participation des femmes dramaturges sur la scène théâtrale acadienne, franco-ontarienne et francophone de l'Ouest canadien, sur le plan de l'histoire théâtrale et des caractéristiques esthétiques et formelles de leurs pièces ainsi que leur réception. Donc, pour ce faire, comme vous l'avez dit, j'ai la chance de travailler avec Nicole. Elle est spécialiste du théâtre francophone canadien et titulaire de la chaire de recherche du Canada en études des minorités, qui s'intéresse aux changements technologiques récents et à leur transformation des pratiques théâtrales et des minorités franco-ontariennes, acadiennes et francophones de l'Ouest canadien. Également, dans le livre de Nicole, Jouer la traduction, théâtre et hétérolinguisme au Canada francophone, elle présente la première vue d'ensemble du théâtre qui se fait en Ontario français, en Acadie et dans l'Ouest canadien francophone. C'est un élément qui m'intéresse particulièrement dans son travail, cette vue d'ensemble du corpus qui est souvent traité de manière régionale. Mon projet de thèse s'inscrit à la suite, quant à lui, de ma maîtrise, où j'ai eu la chance d'étudier les pièces monologiques acadiennes, genre importées dans cette région par l'autrice Antonine Maillet. J'ai donc eu la chance, dans le cadre de ma maîtrise, de me familiariser avec le théâtre acadien. Je travaille présentement à élargir mes connaissances à l'ensemble de la francophonie canadienne. En fait, m'aider à me familiariser avec le corpus théâtral franco-ontarien et de l'Ouest francophone est à la base d'une collaboration. Notre travail se concentre donc sur la production théâtrale de ces deux régions. Cette année, nous travaillons sur le corpus franco-ontarien. Dans un premier temps, je m'affaire à rassembler et à lire l'ensemble des textes d'autrices. Puis, l'année prochaine, je ferai de même pour le théâtre de l'Ouest francophone. Entre-temps, cet été, je vais me rendre à Waterloo pour travailler en personne avec Nicole et poursuivre un séminaire qui complétera ma scolarité de doctorat. Celui-ci portera sur le récit de soi et des autres, un thème que l'on associe souvent à l'écriture intimiste au féminin. Nous prévoyons également coécrire 2 articles portant sur le théâtre d'autrices de chacune des 2 régions. D'abord, donc, la première étape est bien évidemment la recherche bibliographique dans le but de constituer le corpus. Présentement, j'en suis à retrouver des pièces de théâtre d'autrices franco-ontariennes. Pour ce faire, j'utilise principalement les théâtrographies que plusieurs compagnies de théâtre rendent disponibles sur leur site Internet. Et je complète également les informations grâce au dictionnaire des écrits de l'Ontario français et à divers documents disponibles dans les archives médiatiques, tels que des communiqués de presse. Bien que ce travail soit encore en cours, déjà le nombre plus abondant de pièces que j'anticipe et leurs années de production ou de publication ont déjà occasionné un changement de perspective dans ma recherche. Au départ, je prévoyais traiter de l'émergence des femmes dans le milieu théâtral franco-canadien, car selon le récit historiographique que l'on retrouve notamment dans l'introduction à la littérature franco-ontarienne de Luciot ou dans les travaux de Jan Moss, les autrices contribueraient à une seconde étape du développement du théâtre franco-canadien et ne seraient donc pas significativement présentes avant les années 1980. Pourtant, bien que très préliminaires, mes recherches bibliographiques semblent déjà démontrer que les femmes écrivent des pièces de théâtre dès le début de l'histoire du théâtre franco-ontarien. À titre d'exemple, dès 1918, Adèle Bourgeois-Lacerte publie une première pièce qui sera suivie d'une seconde en 1920. Un peu plus tard, Jacqueline Martin a écrit 2 pièces, soit en 1966 et en 1976. Également, pendant la même période, Marcel McGibbon et Nicole Beauchamp ont également signé des pièces de théâtre franco-ontariennes. Ainsi, on espère, grâce à ce projet, contribuer à mettre en lumière la participation des femmes dramaturges dans l'histoire du théâtre franco-canadien qui a tendance à passer inaperçu. Je considère que le travail avec Nicole est pour moi le meilleur moyen d'y parvenir. Bien. Merci beaucoup Sandrine.